Un grand angle spécial aujourd'hui. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau du 64 minutes le grand poète et écrivain arabe Adonis. Avec lui, on va parler Printemps arabe, religion et révolution. C'est aussi le titre de son dernier livre. Bonsoir Adonis. Bonsoir. Je suis ravi de vous accueillir sur le plateau du 64 minutes. Moi aussi, je suis très heureux d'être avec vous. Vous êtes né en 1930. Oui. On peut dire votre âge, vous avez 84 ans. Vous êtes né dans le nord de la Syrie, à l'époque où la Syrie était sous mandat français. Vous avez fait une partie très courte de vos études en français au lycée de Tartouz en Syrie. Vous avez étudié la philosophie à Damas ensuite. Et puis vous auriez pu faire de la politique, mais vous avez choisi la littérature et surtout la poésie. Alors vous êtes aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands écrivains arabes vivants, plusieurs fois pressenti pour le prix Nobel de littérature. Et vous publiez aux éditions de La Différence, c'est un mot. La différence, c'est un mot qui compte pour vous, on va en parler. Printemps arabe, religion et révolution. C'est un livre ancré dans la vie réelle, dans l'actualité du monde arabe de ces 3 dernières années, qui rassemble des articles publiés ou inédits, des entretiens aussi que vous avez réalisés. C'est un livre passionnant. Vous y parlez entre autres de la Tunisie, de l'Égypte, évidemment de la Syrie, de votre pays, de la religion, de la séparation du civil et du religieux, de la démocratie, du droit à la différence. On revient à ce mot différence. Bref, un ensemble de réflexions qui vous a été inspiré depuis 2010 en particulier, déjà avant bien sûr, mais avec ces révolutions arabes, ces printemps arabes. Alors j'ai envie de vous demander pour commencer, si vous deviez définir en quelques mots ces révolutions arabes, à quoi vous penseriez en premier? Qu'est-ce qui vous vient spontanément à l'esprit quand vous pensez à ces révolutions? Oui, pour moi, une révolution dans les pays arabes veut dire pour moi, ou doit dire, la séparation totale et radicale de ce qui est politique, de tout ce qui est culturel, social. Et ça, c'est ce que vous voudriez que ce soit. C'est ça ce que je pense. Mais ce n'est pas ce que c'est en réalité. Et malheureusement, on a commencé bien, on a bien commencé. Et c'était très beau en Égypte surtout, en Tunisie aussi. Et j'ai déjà écrit pas mal de choses. Mais c'est transformé, c'est changé après. Et c'est dommage. Et pour moi, on est en train de déformer même la conception de la révolution. Mais quand vous dites on est en train de déformer, qui est en train de déformer? Il faut demander à la politique étrangère, à la politique américaine et malheureusement à la politique française aussi. Donc là, il y a la responsabilité des Occidentaux? Je crois qu'il y a beaucoup de responsabilités. Oui. Je crois. Mais aussi la responsabilité, j'imagine, aussi des Arabes. Absolument, oui. Absolument. Mais les Occidentaux écoutent ce que les Arabes disent à ce propos. Ouais. Vous n'êtes pas tendre avec les Occidentaux. Hein. Je crois que vous dites à un moment donné que l'Occident détruit les Arabes. Vous dites, vous dites cette hypocrisie que l'Occident exerce envers les Arabes et les musulmans, c'est une autre forme de la colonisation culturelle. Je crois que la politique occidentale déteste les Arabes et surtout déteste l'islam aussi. Parce que si le problème vraiment de se débarrasser de la tyrannie, et il faut se débarrasser de la tyrannie, il n'y a pas que la Syrie. Il y a beaucoup de pays tyranniques, pires aussi que la Syrie. Par exemple les pays qui n'ont pas même une constitution. Alors, tout le monde les connaît. Vous faites allusion par exemple aux pays de la péninsule arabique, par exemple. L'Arabie Saoudite, le Qatar, des pays comme ça, oui, les Émirats. Par exemple. Donc il y a 2 poids 2 mesures dans la politique étrangère occidentale. Je crois. Et c'est pas digne d'un pays surtout. Moi, je suis naturalisé français, mais c'est pas et libanais digne. aussi. Libanais, oui. Donc vous êtes syro-libano-français. D'origine syrienne, oui. Après. Donc il faut dire ça. Alors Adonis, les journalistes, ils parlent de la guerre, ils commentent la guerre. Parfois, ils vont sur le terrain quand ils peuvent. Et vous, ce qui vous intéresse, c'est ce qui est avant et ce qui est après. D'une certaine manière. Voilà. C'est pourquoi on en arrive là et comment on s'en sort. Ça, je ne sais pas. Comment on sort, je ne sais pas. Mais il faut insister que si la politique occidentale s'intéresse réellement
à libérer les Arabes de leur tyrannie, de leur tradition tyrannique, il faut penser que on ne peut pas se libérer par la religion. La religion, c'est notre problème essentiel et par excellence. Donc, si on doit chercher de la liberté, il faut se libérer d'abord de la religion. Oui, mais ça, c'est, je dirais, d'abord le rôle des Arabes, de se libérer eux-mêmes. Oui, moi je dis ça. Oui. C'est le rôle des Arabes. Mais est-ce que vous pensez que la religion musulmane, l'islam, est compatible avec la démocratie? C'est une grande question. Absolument pas. Vous dites non. C'est parce que la religion, l'islam, comme tous les monothéismes, comme le monothéisme, en tant que monothéisme, l'être humain en tant que maître de son destin, de sa vie, de sa pensée, n'est pas encore né dans la société arabe. Il y a la Ummah, il y a le groupe, il y a la communauté. La communauté. Mais quand vous dites ça, vous savez que vous avez... Il n'y a pas de démocratie sans l'individu. Et pas seulement ça. Pour avoir de la démocratie, il faut reconnaître l'autre différent. Sinon, comment? Ça, c'est la différence. Voilà. Il ne faut pas enfermer. Vous dites qu'il ne faut pas enfermer les gens dans une identité, qu'elle soit religieuse ou nationale ou autre. On est d'identités multiples. Absolument. La dilettante, c'est une création, c'est une ouverture à l'infini. Donc c'est une création, excusez-moi, à l'infini. Et l'être humain crée son identité en créant son œuvre. Mais en disant que l'islam est incompatible avec la démocratie, j'imagine que vous allez choquer beaucoup de gens qui nous regardent dans le monde arabe en particulier. Mais la vérité choque toujours. Il faut dire la vérité. Mais il faut dire que je ne suis pas contre la religion en tant que croyance individuelle, qui n'engage que le croyant. Mais je suis contre la religion institutionnalisée. Parce que une religion institutionnalisée, c'est une violence, c'est une agression contre les libertés. Voilà. Mais donc il faut faire cette nuance. Donc vous dites citoyenneté, les mots importants c'est citoyenneté, c'est différence. C'est la différence, c'est la pluralité, c'est l'ouverture sur l'autre, parce que le moi n'existe pas sans l'autre. L'autre, c'est une dimension constituante du moi. Voilà, et donc, l'autre, il faut le reconnaître. Il faut reconnaître l'autre. Et l'autre, c'est aussi la femme. Et par exemple, c'est l'autre par excellence. Voilà. Et la place de la femme dans une société... n'a pas de place. Dans notre société arabe, la femme, essentiellement parlant, n'existe pas. Elle est excusez-moi le mot, un simple trou. Une chose. Une chose. Voilà. Alors est-ce que justement, ce qui s'est passé en Tunisie ces dernières semaines avec l'adoption de la nouvelle constitution, est-ce que ça vous a réjoui? Non. C'était pas mal, mais j'ai dit, je viens de la Tunisie et j'ai dit aux amis tunisiens, parmi eux des ministres aussi, j'ai dit, c'est dommage que vous avez gardé la religion comme... Alors, je vais citer l'article 1. Donc, la Tunisie est un État libre, indépendant et souverain. L'islam est sa religion, l'arabe sa langue et la République est son régime. C'est faux. Il ne faut pas citer l'islam sa religion. Ça, c'est contradictoire avec la citoyenneté. Mais est-ce que vous... Mais peut-être c'est moins compliqué que chez nous, par exemple, il y a beaucoup de religions, il y a beaucoup de confessions. C'est beaucoup moins. Mais aussi, je suis contre un État qui a une religion. Un État ne doit pas avoir de religion. Absolument. Donc vous êtes un défenseur acharné de la laïcité. Absolument. Là, la religion de l'État, si on peut parler de la religion de l'État, c'est la liberté de l'individu, c'est les droits de l'homme,
c'est la création, c'est l'ouverture sur le monde, c'est ça. Alors par exemple, l'article 46 de la nouvelle constitution tunisienne parle du droit des femmes et dit « L'État garantit l'égalité des chances entre la femme et l'homme. L'État œuvre à réaliser la parité entre la femme et l'homme dans les conseils élus. » C'est une avancée importante pour les pays arabes. Pour la femme et pour les pays arabes. Et j'ai dit qu'il faut absolument, il faut suivre ça. La femme arabe doit suivre ça. Alors, est-ce qu'il y a aujourd'hui une évolution quand même dans le monde arabe sur la place de la religion? Ou au contraire, vous avez l'impression que la religion prend de plus en plus de place dans le monde arabe? On voit aussi les conflits entre les sunnites et les chiites, c'est-à-dire que la religion musulmane se divise et on meurt aujourd'hui au nom d'Allah comme on mourait avant au nom de Dieu entre les protestants et les catholiques. Il faut jamais l'oublier. Exactement. Ouais. Et en plus, la structure sociale chez nous, c'est toujours une structure tribale. Ouais. Donc, ça colle très bien avec la religion. Mm-hmm. Alors, vous dites aussi quelque part dans ce livre que les Arabes n'ont jamais connu la démocratie. Non, jamais. Ça aussi, vous avez choqué en disant ça. Non. Oui, mais j'ai dit la vérité, j'ai dit la réalité. Alors, parce que la démocratie, c'est une pratique, c'est une notion. On ne peut pas dire comme ça. Mais les Arabes ont créé la notion de la tolérance, historiquement parlant. Et c'était très bien. Mais la tolérance relève d'un certain racisme. Parce que je vous tolère, parce que moi... oui, même le mot. J'ai la vérité absolue, mais je vous laisse parler. Ouais. La démocratie, l'être humain exige l'égalité. Mais de quelle démocratie vous parlez? Vous parlez de démocratie occidentale parce que c'est un peu le modèle, la référence. Est-ce que la démocratie occidentale doit servir de modèle? La démocratie française, et c'est ça le contradictoire avec la démocratie réelle, institutionnalisée, et la politique. Ouais. C'est une... Alors le temps passe très vite, je voudrais quand même vous poser une question sur Bachar el-Assad, parce que dans votre livre, vous écrivez une lettre ouverte à Bachar el-Assad, c'est une lettre qui date de 2011, et vous dites à l'époque, la Syrie déjà est au bord du gouffre. Vous terminez un chapitre en disant la Syrie est au bord du gouffre. Alors 3 ans plus tard, on est dans le gouffre, on voit bien qu'à Genève, les négociations sont bloquées. Est-ce que vous pensez que Bachar el-Assad doit partir aujourd'hui? Ce n'est plus le problème de Bachar el-Assad. Ça a dépassé Bachar el-Assad. Ce n'est plus un problème de régime. Est-ce qu'il peut rester quand même? Même s'il a quitté, ça ne change rien. Parce que le pays est détruit presque. Et c'est devenu international. Et le peuple syrien n'est pas... il n'est pas... On n'a pas vu le peuple. On a vu seulement... le régime. Et changer le régime, ça ne change rien. Mais quand on dit qu'on a dit aujourd'hui qu'il y avait 140 000 morts en 3 ans, vous renvoyez l'opposition et le régime dos à dos? Je crois que sont de l'opposition extérieure. Je ne parle pas de l'opposition intérieure. L'opposition extérieure, c'est de la même nature. Ils sont tout autant responsables les uns que les autres. Absolument. Merci, ça passe très très vite. J'aurais encore voulu vous poser des questions sur le rôle du poète, justement, enfin, on en a un peu parlé. Merci à Denis. Je rappelle le titre de votre livre, vraiment que je conseille à tout le monde de lire pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, non seulement en Syrie, mais dans l'ensemble du monde arabe. Printemps arabe, religion et révolution, aux éditions de La Différence. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci à vous.